Ceux qui sont sous les projecteurs semblent souvent tout avoir. L'argent, le pouvoir et une place assurée dans les livres d'histoire. Avec autant d'attention portée sur eux, il est difficile de comprendre comment ils peuvent soudainement disparaître de la vie publique. Et pourtant, certaines de ces personnes le font, laissant derrière elles les pièces d'un puzzle dont le mystère ne semble jamais vraiment s'assembler. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons les cas de deux personnalités très en vue qui sont toujours portées et disparues à ce jour. Heinrich Müller est né à Munich en 1900 dans ce qu'on appelait alors le royaume de Bavière, un état de l'Empire allemand. À l'âge de 19 ans et après la fin de la Première Guerre mondiale, Müller a rejoint la police bavaroise en tant qu'auxiliaire, où il a aidé à réprimer les soulèvements communistes. Il a développé une haine de l'idéologie communiste après avoir été témoin des exécutions d'otages par l'armée rouge pendant la République soviétique de Bavière. Policier minutieux et dévoué, Müller était reconnu pour sa lutte contre le communisme. Et c'est cette diligence qui lui a permis de gravir les échelons à un rythme rapide. Son passage dans la police lui a également permis de faire la connaissance de membres du parti nazi, dont des personnalités éminentes comme Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich, tous deux hauts responsables de la SS, crédités de la création de l'Holocauste. Bien qu'il ait été connu de telles personnalités, Müller a continué de soutenir le Parti populaire bavarois, un parti démocrate catholique, et a préconisé l'usage de la force contre les nazis au début de 1933. Cependant, après l'arrivée au pouvoir des nazis, ses opinions ont évolué. Müller a été recherché par des personnes comme Heydrich, qui savaient qu'il connaissait très bien le mouvement communiste en Allemagne, et ses connaissances étaient très recherchées. À la fin de 1933, il avait été promu inspecteur criminel de la police. Müller est resté un haut fonctionnaire de police tout au long du Troisième Reich. Pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale, il était le chef de la Gestapo et il a joué un rôle majeur dans la planification et l'exécution de l'Holocauste. Cependant, il a disparu après le suicide d'Adolf Hitler en avril 1945 et à ce jour, il reste le membre du parti nazi le plus haut placé et le plus gradé, qui n'a jamais été capturé ni confirmé comme étant mort. Müller a été vu pour la dernière fois dans la soirée du 1er mai 1945, le lendemain de la mort d'Hitler, lorsqu'il a dit au pilote du Führer « Nous connaissons exactement les méthodes russes, je n'ai pas la moindre intention d'être fait prisonnier par les Russes. » Après, il a disparu. Des décennies plus tard, en 2001, la CIA a publié son dossier sur le membre du parti nazi, détaillant plusieurs tentatives des agences américaines pour localiser Müller vivant ou pour retrouver son corps. Cependant, malgré ses nombreux efforts, aucune trace de lui n'a été retrouvée. Le Bureau des services stratégiques des États-Unis, précurseur de la CIA, a passé des mois après la fin de la guerre à essayer de retrouver Müller, allant jusqu'à perquisitionner le domicile de sa maîtresse, mais sans succès pour le localiser. La recherche a été en partie entravée par le fait que son nom était très courant en Allemagne à l'époque. Et il y avait même un autre général SS, nommé Heinrich Müller. On l'aurait surnommé Müller de la Gestapo pour le distinguer de l'autre général. La recherche de Müller s'est ralentie à la fin des années 1940 alors que la montée de la guerre froide commençait à prendre le dessus. Les responsables américains et britanniques pensèrent déjà qu'il était probablement mort, même si la branche des enquêtes spéciales de la Royal Air Force tentait encore de le retrouver pour le juger responsable des meurtres du Stalag Luft 3 où la Gestapo a commis des crimes de guerre contre des prisonniers alliés en mars 1944. Au fil des années, de nombreuses théories et prétendues apparitions ont été avancées. Walter Schellenberg, chef du renseignement extérieur SS et sous l'Allemagne nazie, a écrit que Müller avait fui en Union soviétique après la mort de Hitler. Il a aussi rapporté qu'un officier allemand capturé par les soviétiques aurait vu Müller à Moscou en 1948 et ajouté que le chef SS serait mort peu après. Cependant, ces allégations n'ont jamais été étayées par des preuves concrètes et Schellenberg n'a jamais nommé les témoins, de sorte qu'ils n'ont pas pu être retrouvés et interrogés.
Pendant ce temps, Adolf Eichmann, un officier SS et organisateur de l'Holocauste, a été capturé en 1960 par les services de renseignement israéliens. Il leur a dit qu'il croyait que Müller était toujours en vie, mais il n'a pas pu ou n'a pas voulu fournir d'informations concrètes sur l'endroit où il pourrait se trouver. Les Alliés ont surveillé plusieurs membres de la famille de Müller et certains proches pour tenter de le retrouver. Mais cela n'a rien donné. Dans les années suivantes, de nombreux rapports envoyés à la police ouest-allemande affirmaient que le corps de Müller avait été enterré peu après la prise de Berlin en 1945, mais beaucoup de ces rapports y ont été de contradictoires et leurs sources peu fiables, ce qui rendait impossible d'en vérifier aucun. En 1961, le lieutenant-colonel Mikhail Goloniewski, chef adjoint du contre-espionnage militaire polonais, fit défection aux États-Unis. À la fin des années 40 et début 50, il avait interrogé des responsables allemands. Et il a révélé qu'on lui avait dit que Müller avait été capturé entre 1950 et 1952 par les soviétiques, qu'il avait emmené à Moscou. Bien que la CIA ait tenté de retrouver l'homme qu'il avait identifié dans son récit, ils ne l'ont jamais retrouvé. 6 ans plus tard, à Panama City, l'épouse de Müller a reconnu son mari disparu. Cependant, les empreintes digitales ont révélé qu'il n'était pas, en réalité, le chef de la Gestapo, et l'homme a ensuite été relâché. La CIA a finalement conclu qu'il y avait de fortes indications, mais aucune preuve que Müller avait à la fois collaboré avec les soviétiques et qu'il était mort à Berlin. Il pensait que s'il avait survécu à l'effondrement du Troisième Reich, il était caché en Union des républiques socialistes soviétiques. Mais lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est dissoute en 1991, il n'y avait aucune preuve pour étayer cette théorie. En 2013, l'historien Johann Tuchel a affirmé avoir résolu définitivement le mystère. Il a dit avoir trouvé des documents sur la mort de Müller en enquêtant sur un massacre ordonné par le responsable nazi. Cette enquête l'a conduit à revoir les preuves d'un fossoyeur d'après-guerre d'Allemagne de l'Est qui affirmait avoir enterré en 1945 un homme en uniforme de général au cimetière juif de Berlin-Mitte. La police allemande n'a jamais étudié cette affirmation en profondeur à l'époque. Tuchel dit avoir examiné les documents, décorations militaires tous témoins trouvés avec le corps et des données des renseignements allemands et américains. Pour conclure que l'homme enterré était Müller, le cimetière où il aurait été enterré a été profané par les nazis sous le Troisième Reich et a servi de site à au moins 16 fosses communes. Aujourd'hui, c'est un mémorial juif. Dieter Grohmann, le président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, a déclaré être indigné et choqué par cette découverte. S'il s'avère vrai, il a dit « Si Müller est enterré dans le cimetière, nous ne le saurons probablement jamais, car l'emplacement de la tombe est inconnu. Le sort de Heinrich Müller reste à ce jour incertain. Ray Gricar, né en 1945 à Cleveland, Ohio, a eu une enfance confortable. Il a fréquenté une prestigieuse école catholique avant de s'inscrire à l'université de Dayton. Après un stage dans un bureau du procureur, il s'est intéressé à des études de droit et finira par obtenir un diplôme à la faculté de droit de la Case Western Reserve University. Dans les années 1980, il est devenu père au foyer pour s'occuper de sa fille. Mais peu de temps après, il a accepté un poste d'assistant auprès du procureur du comté de Center, David Green. En 1985, il s'est présenté au poste de David Green et a remporté l'élection. Ray a été élu à maintes reprises au cours des 20 années suivantes, réussissant à maintenir sa popularité tout au long de sa carrière. Il était connu pour être éthique, déterminé et travailleur, comme l'a rappelé l'un de ses amis et ancien procureur du comté de Montour. En 2004, Ray a décidé de ne pas se représenter, car il espérait prendre sa retraite en décembre 2005, juste après son 60e anniversaire. Mais il n'a jamais pris sa retraite, le destin en avait décidé autrement. Ray a été entendu pour la dernière fois à 11h30 le 15 avril 2005. À l'époque, il vivait avec sa petite amie Patty Fornicola à Belafont, en Pennsylvanie. Il avait pris une demi-journée au travail et profitait d'une longue balade en voiture avant de rentrer chez lui.
Il a appelé Patty pour lui faire savoir qu'il traversait Brush Valley au nord-est de Center Hall, en Pennsylvanie. Mais Ray n'était jamais rentré à la maison et Patty a contacté les autorités plus tard dans la nuit pour signaler sa disparition. Elle se souviendra plus tard. Pour moi, c'était une urgence. Ce n'était pas son genre, c'est un comportement inhabituel. La voiture de Ray, une Mini Cooper rouge, a été retrouvée le lendemain dans le parking d'un magasin d'antiquités à Lewisburg. Aucune trace de l'homme de 59 ans ni signe de lutte ou d'acte criminel n'a été trouvée. Mais les enquêteurs ont pu déterminer que plusieurs objets manquaient, notamment les clés de son ordinateur portable et son portefeuille. Son téléphone portable fourni par le comté avait été laissé sur place et la voiture sentait fortement la fumée de cigarettes. De la cendre a été trouvée sur le siège passager, bien que Ray ne fumait pas. Encore plus frappant, selon les membres de la famille, était l'emplacement de la voiture qui se trouvait à côté de 2 ponts de la rivière Susquehanna. Cela ressemblait fortement à l'endroit où Roy Grecar, le frère aîné de Ray, avait laissé son véhicule avant de se donner la mort en 1996. Roy avait disparu en mai de chez lui à Westchester, Ohio, et son corps avait été retrouvé une semaine plus tard dans la rivière Great Miami. Sa mort a été considérée comme un suicide. Dans les jours qui ont suivi, une vaste recherche a été menée dans la zone où la Mini avait été retrouvée. Des chiens pisteurs ont été utilisés, les berges de la rivière ont été fouillées et des plongeurs ont même été mobilisés pour inspecter l'eau. Pourtant, il n'y avait aucune trace de Ray. Le FBI est intervenu pour prêter main forte, analysant ses relevés bancaires, l'historique de ses cartes de crédit et ses relevés téléphoniques. Mais rien de suspect n'a été trouvé parmi eux et rien n'indiquait où Ray était allé. Plusieurs témoins ont ensuite signalé avoir vu l'homme de 59 ans au magasin d'antiquités ce jour-là, avec une femme brune inconnue. Ces témoignages n'ont jamais été confirmés et la femme reste introuvable. Aucune preuve n'a été trouvée indiquant qu'il avait une liaison. Plusieurs mois plus tard, le 30 juillet, des pêcheurs près de la rivière Susquehanna sont tombés sur l'ordinateur portable de Ray sous un pont entre Lewisburg et Milton. Immédiatement, on a remarqué qu'il manquait le disque dur de l'appareil, ce qui était plutôt étrange. Des plongeurs ont fouillé le plan d'eau voisin à la recherche de l'objet manquant, mais il n'a été retrouvé que 2 mois plus tard. En septembre, un passant l'a trouvé près de la rivière, à 100 mètres du lieu où l'ordinateur avait été retrouvé. Malheureusement, cependant, il était tellement endommagé que ni le FBI, ni les services secrets américains, ni la société de récupération de données Kroll OnTrack n'ont pu en extraire la moindre information. Il y a eu très peu d'avancées dans l'affaire de Ray depuis. En 2009, 4 ans après sa disparition, les enquêteurs ont révélé qu'avant sa disparition, quelqu'un avait utilisé l'ordinateur à la maison. Il a partagé avec Patty qu'il avait cherché sur Internet des choses comme comment détruire un disque dur, comment griller un disque dur et les dégâts d'eau sur un ordinateur portable, suggérant que Ray lui-même était responsable des dommages causés à son ordinateur portable et à son disque dur. Plutôt que cela ait été fait par un tiers mal intentionné. En 2011, 2 ans plus tard, sa fille a demandé au comté de Center de déclarer son père décédé. Il a été déclaré mort par contumace le 25 juillet 2011, mais dès le lendemain, de vives spéculations ont surgi selon lesquelles Ray avait été retrouvé lorsqu'un homme ressemblant fortement à l'avocat a été arrêté pour intrusion dans l'Utah. L'homme a refusé de donner son nom, mais il avait la même taille et le même poids que Ray, des traits du visage similaires et partageait même certaines des mêmes rides. Les spéculations ont cessé après la comparaison des empreintes de l'homme avec celles de Ray, permettant la découverte. Elles ne correspondaient pas. L'homme a ensuite été identifié par les enquêteurs comme étant Philip Todd Beavers. Il existe de nombreuses théories sur ce qui est arrivé à Ray Grecar le jour de sa disparition. De nombreux enquêteurs amateurs en ligne pensent que cet homme de 59 ans s'est suicidé, certains notant l'endroit étrange où il a laissé sa voiture. D'autres ont suggéré que sa décision de ne pas poursuivre une affaire en particulier a peut-être finalement eu un impact sur sa santé mentale et émotionnelle. En 1998, Ray a choisi de ne pas engager de poursuite contre l'entraîneur adjoint de football de Penn State, Jerry Sandusky, malgré de nombreuses allégations d'abus sexuels sur des enfants. Sandusky a travaillé à Penn State entre 1969 et 1999, et même après sa retraite, il a conservé un bureau à l'université jusqu'en 2011,
Cette année-là, il a été arrêté et inculpé de 52 chefs d'accusation d'abus sexuels sur de jeunes garçons sur une période de 15 ans entre 1994 et 2009. Ayant rencontré ses victimes par le biais de l'association caritative à but non lucratif qu'il a fondée en 1977, appelée The Second Mile, qui travaillait avec des jeunes à risque. Il avait été reconnu coupable de 45 des 52 chefs d'accusation à l'AZT 2012 et condamné à une peine de 30 à 60 ans de prison. Il a actuellement 81 ans et il est toujours incarcéré à l'établissement correctionnel d'État. La police de Laurel Islands pense que Ray s'est suicidé, mais sa famille Carr n'est pas d'accord, affirmant qu'il n'avait aucun antécédent de troubles mentaux ni de tendances suicidaires. Il attendait sa retraite avec impatience et, avec Patty, avait déjà commencé à faire des projets. Cela incluait traverser le pays en voiture, visiter des parcs nationaux et terminer sur la côte ouest pour voir sa fille adulte. Une autre théorie avançait que Ray voulait repartir ailleurs et que laisser sa voiture et son ordinateur faisaient partie du plan. Selon certains rapports, il avait exprimé de l'intérêt pour l'affaire d'un policier de Cleveland qui avait disparu afin de repartir à zéro. Notamment, plusieurs témoins ont aperçu Ray après sa disparition, dont certains dans un bar à Wilkes-Barre, une ville du comté de Luzerne, en Pennsylvanie. L'un des témoins était un policier qui affirmait avoir vu le homme de 59 ans absorbé par un match de baseball diffusé à la télévision. Au fil des ans, certains ont aussi supposé que Ray était parti en Europe, car il parlait slovène, avait de la famille là-bas et maîtrisait un peu le russe. Il avait déjà visité ces régions d'Europe par le passé. La dernière théorie dans l'affaire Ray est qu'il aurait dû être victime d'un acte criminel. Certains suggèrent que sa disparition serait liée à la mort non résolue d'un assistant du procureur américain nommé Jonathan Luna. Jonathan travaillait à Baltimore, Maryland. Dans la nuit du 5 décembre 2003, il a quitté le tribunal, traversé le Delaware, retiré $200 à un distributeur, puis s'est rendu en Pennsylvanie. Son ticket de péage de 4h04 du matin portait des traces de sang, ce qui suggère qu'à ce moment-là, il était déjà blessé. Il a garé sa voiture derrière une entreprise de forage à Denver, Pennsylvanie, mais elle a ensuite été déplacée près d'un ruisseau. La voiture a été retrouvée à 5h30 du matin par un employé de l'entreprise de forage. Avec du sang sur la portière conducteur et à l'avant gauche, le corps de Jonathan gisait face contre l'eau sous le moteur. Il portait toujours son costume, sa veste et son badge. Il avait été poignardé 36 fois avec son propre couteau de poche autour de la poitrine et du cou et avait subi une blessure à la tête, mais la cause de sa mort a été déterminée comme étant la noyade. L'affaire de Jonathan est la plus déroutante car les enquêteurs n'ont jamais pu déterminer si ces blessures avaient été causées par lui-même ou par une autre personne. Aucun suspect ni mobile n'a jamais été établi et le FBI a conclu à un suicide. En partie à cause de l'absence de blessures de défense et de la présence de ce qu'on appelle des blessures d'hésitation. Cependant, plusieurs médecins légistes ayant examiné l'affaire l'ont qualifié d'homicide et, fait notable, un second groupe sanguin a été relevé. Une empreinte partielle, non liée à Jonathan, a aussi été trouvée lors de la collecte des preuves. De plus, il a laissé son téléphone et ses lunettes dont il avait besoin pour bien voir en conduisant dans l'obscurité sur son bureau à Baltimore. Et le sang retrouvé sur la banquette arrière du véhicule suggérait qu'il y était assis, blessé, pendant que quelqu'un d'autre conduisait. L'affaire n'a jamais été résolue et l'enquête est toujours en cours aujourd'hui. En revenant sur l'affaire de Ray, certains ont émis l'hypothèse que sa disparition était liée à une affaire récente dans laquelle il poursuivait des criminels associés à un réseau de trafic d'héroïne. Il a été suggéré que les criminels impliqués se sont vengés en le kidnappant et peut-être en le tuant, bien qu'il n'existe actuellement aucune preuve reliant l'affaire de Ray à ces criminels. D'autres ont supposé que son incapacité à poursuivre Sandusky a poussé certains justiciers ou individus mécontents à se venger. Au cours de l'enquête, Patty et la belle-fille de Ray ont toutes deux été invitées à passer des tests au détecteur de mensonges qu'elles ont tous deux réussi. L'affaire de Ray est toujours en cours d'enquête par la police d'État de Pennsylvanie. En janvier de cette année, ils ont publié sur les réseaux sociaux une récompense de $5000 offerte pour toute information concernant ce qu'il est advenu de l'homme de 59 ans. Ses comptes bancaires et son téléphone n'ont plus été utilisés depuis sa disparition. Les autorités ont déclaré qu'elles ne pensent pas que la disparition de Ray ait un lien avec son travail.
Toute personne ayant des informations sur Ray peut appeler la police d'État de Pennsylvanie au 1-800-478 477. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants et je vous dis à la prochaine.